Nous sommes heureux de vous proposer la première vidéo issue de notre événement qui s'appelle les tables rondes de la psychothérapie. Nous avons convié 12 professionnels de l'accompagnement, des coachs, des auteurs, des formateurs et même un directeur d'école à participer à 12 débats autour de la psychothérapie. Il y aura donc 11 autres vidéos qui seront publiées petit à petit sur notre chaîne YouTube, donc pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas les rater. Mais il y a aussi un autre moyen pour ne rien rater, et c'est de vous inscrire à notre lettre psy. C'est un email écrit par Catherine et moi, qui contient 3 articles et une citation, et qui référence toutes les publications que nous pouvons faire sur nos autres médias. Et il y en a beaucoup entre les vidéos YouTube, les podcasts, les publications sur les réseaux sociaux. Si vous aimez la psychologie, vous allez être servi. Pour vous inscrire, c'est rapide et gratuit, il suffit de vous rendre sur notre site internet catherinapsy.com. Et pour revenir au débat que vous apprêtez à suivre, il a pour but de nous éclaircir sur les différences entre la thérapie et le coaching, et vous allez voir, les frontières sont assez fines. Pour commencer cette première session sur un thème, si vous suivez les réseaux sociaux, vous savez que c'est un thème qui peut porter à débat. Est-ce qu'il y a une différence vraiment entre la thérapie et le coaching ? Certaines personnes estiment que oui, vraiment c'est très différent, d'autres estiment que pas tant que ça. Donc j'ai invité 3 personnes qui sont intéressées du sujet, je vais vous les présenter un petit peu, peut-être vous ne les connaissez pas encore toutes, pour discuter de ça. Donc peut-être vous connaissez déjà Myriam, qui a un gros compte TikTok et un compte Instagram. Elle est spécialisée dans la prise en charge des neuroatypies chez les enfants. Donc elle fait de la thérapie d'enfants, notamment avec la thérapie filiale. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans notre podcast parce qu'il y a quelques semaines, on a fait un podcast ensemble où elle explique vraiment sa manière de travailler avec les enfants et notamment avec les neuroatypies. Donc les neuroatypies, c'est quoi TDAH, TSA, les troubles spécifiques des apprentissages. Voilà. Et on en parlera à 14h. Voilà. Parce qu'on a une table ronde de ce Exactement. sujet. Donc c'est un sujet que tu vas pouvoir vraiment approfondir à 14h. Anaïs, toi tu es psychologue clinicienne, spécialisée en psychotrauma, tu fais de l'EMDR, de la dissociation structurelle, des prises en charge aussi précoces, des traumatismes récents dans les institutions quand il y a eu des traumas malheureusement. Tu es en libéral, tu n'as pas de compte Instagram, pas encore. Pas encore. Peut-être un jour. Et puis Laure que vous connaissez aussi peut-être, oui, il faut que je me penche pour que vous m'entendiez bien. Laure que vous connaissez aussi peut-être parce qu'elle a aussi un compte Instagram. Donc Myriam, toi c'est Lou de Vivo, oui, thérapeute créative, et puis Laure, toi c'est Louf Coaching. Donc Laure est psychanalyste et coach. Alors elle nous intéressait particulièrement pour ce sujet, elle va pouvoir nous en dire plus. Voilà, elle a fait les 2 activités, elle va pouvoir nous en dire un peu plus sur est-ce qu'elle y voit une différence ou pas. Voilà. En tout cas, merci à toutes les 3 d'avoir accepté de venir. Merci à toi. Pour discuter de tout ça. Et donc, la première chose que je voudrais vous demander, c'est déjà, est-ce que vous voyez des différences ? Parce que peut-être vous n'avez pas le même avis sur la question. Et si oui, lesquelles ? Parce que c'est vrai que parfois, quand on voit le coaching, ce qu'on appelle le coaching de vie, c'est peut-être ça. Oui. Ça peut ressembler à de la thérapie. Donc voilà, est-ce que vous y voyez chose de différent? Alors la frontière, je trouve qu'elle est très mince. Je pense que moi, je m'en rendais pas trop compte tant que j'étais pas sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, je trouve que, notamment quand on parle de coaching, de life coaching, je trouve que la frontière avec la thérapie est assez mince parce qu'au départ, le coaching, on a tous un petit peu l'impression que c'est réservé peut-être au domaine sportif, ou au coaching business où on accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des cadres, etc. Et le coaching sportif où on accompagne des sportifs. Mais c'est vrai que le life coaching où on est plus dans du développement personnel, je trouve qu'avec la thérapie quand même la frontière est assez mince, en tout cas sur l'accompagnement. Voilà, on a l'habitude de dire que le coaching c'est vraiment, au départ ça vient du mot coach. Donc la voiture, on accompagne les gens d'un point A à un point B, d'un état présent à un état désiré. Donc du coup, on peut se retrouver quand même avec des similitudes sur la thérapie. Parfois, je pense que c'est un peu problématique quand même. Et de votre côté, est-ce que vous y voyez des différences ou est-ce que ça vous paraît un peu similaire ? Moi, j'ai fait ma formation de psychologue et après, je suis allée faire du coaching parental. Et je pense que c'est en termes de formation, c'est là où ça se diffère le plus. Quand tu fais la fac de psychologie, tu as une grosse base en psychopathologie, en identification, tout ce qui va être troubles psychiques, etc. Alors qu'en coaching parental, on va être plus sur justement, les personnes arrivent avec un objectif, avec une problématique et on va les amener jusqu'à cet objectif-là. Mais il n'y a pas cette
cette théorie, cette base au niveau de la psychopathologie, et on va être plus sur l'ici et le maintenant, etc. Pour autant, dans ma pratique, je me dis pas, ah tiens, avec cette famille, je vais faire de la thérapie, ou avec cette famille, je vais faire du coaching. Et tu vois, quand on travaille avec les enfants, il y a un côté avec la guidance parentale. Quand des fois je vois des confrères ou des conseillers psychologues qui disent mais moi je fais pas du coaching, je fais de la guidance parentale. Ouais, la guidance parentale et coaching parental, c'est quand même la frontière, je rejoins Laure, elle est vraiment très fine quand même. Parce que par définition, le coach, il guide. Ouais. Il y a un côté guide en termes de posture. Mais en oui. fait, il y a vraiment le coach, il est vraiment en posture basse. Là où le psy, parfois, peut être en posture un peu plus haute par rapport au patient, en coaching avec le client. C'est vraiment une posture basse. Et moi, je trouve que c'est en termes de formation. En coaching du coup. Oui. Okay. Et je trouve... Je n'avais pas forcément cette idée-là. Oui, parce que j'ai la même réflexion ouais, que toi. C'est-à-dire que je pense que le terme coaching, déjà moi c'est un terme que je connais pas bien en psychologie parce que je crois pas avoir bien entendu ça en fait, notamment à la fac de psycho, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment formé au coaching. Et pour moi, c'est marrant parce que du coup, j'avais plutôt en tête dans le coaching le il faut, tu dois. C'est-à-dire que vraiment, là, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, tu parles de guidage. Alors, effectivement, là, c'est un terme qui me parle plus. Dans le coaching, j'avais la sensation, moi, que du coup, c'était plutôt le thérapeute va dire ce qu'il faut faire. Mais parce qu'il y a une méconnaissance, en fait. Enfin, moi, mais en même temps, je connais pas. Dans certaines approches qu'on a en psychothérapie, si je prends le MDR, on a des protocoles. On pourrait imaginer que. Alors, peut-être pas tous les psys fonctionnent comme ça, mais on pourrait imaginer qu'on soit très guidant aussi. Ouais, sans doute, mais sans forcément s'en rendre compte. Et même en thérapie, peut-être en TCC, alors moi c'est pas du tout, mais on donne, il y a beaucoup de prescriptions de tâches, d'exercices, de choses à faire pour la séance d'après. C'est la même chose en coaching, enfin en tout cas moi en tant que... Alors moi c'est compliqué toujours, moi j'ai une posture un peu, c'est particulier parce que j'ai les doubles casquettes, mais... Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par exemple sur... parce que tu as commencé, donc tu avais ton activité de psychanalyste, tu recevais en cabinet, et puis après tu as vraiment basculé sur une activité de coach. Est-ce que ça a changé quelque chose, toi, dans ta manière d'accompagner les gens qui venaient à toi? Non. Non, je pense que j'avais déjà une posture de coach quand j'étais psy en libéral. Donc psychanalyste, c'est pas psychologue. Moi, je suis pas passée par le cursus fac, master, etc. Moi, c'était une école privée de psychanalyste. Ouais, peut-être tu peux expliquer pour les personnes qui connaissent pas. Oui, c'est vraiment... moi, je suis pas du tout... J'ai pas le titre de psychologue, donc psychanalyste. C'était une école sur 5 ans, enfin 5 et 2, 7, parce que j'ai fait sexothérapie derrière. Mais voilà, je ne suis pas passée par la fac, donc j'ai pas le même corpus théorique que mes collègues. Mais du coup, je pense que j'avais déjà une posture coach quand j'étais psy. Alors, pas mes premières années, parce que j'étais très psychanalyste, puis freudienne en plus, donc très dans mon cadre. C'est quoi une posture freudienne par rapport c'est beaucoup d'écoute, je parlais beaucoup moins, j'étais frustrée, clairement dans ma pratique, j'étais frustrée parce que c'était vraiment... une écoute pour moi en tout cas un peu passive, un peu d'élaboration de la pensée du patient, etc. Et j'étais un peu mon patient allongé sur le divan, moi derrière, j'avais tout fait comme j'avais appris en termes de cadre. Bon, au bout de 6 mois, j'ai bien compris que ce serait pas possible pour moi d'exercer comme ça. Et pareil que Myriam, moi j'ai fait une formation de coach peut-être au bout de 4 ans de pratique en libéral, 4-5 ans plus tard. Parce que moi, l'idée, c'était de travailler en entreprise. Vraiment, de faire du coaching de dirigeants ou de sportifs. J'avais fait cette formation au départ pour ça. Et puis la vie, j'ai créé un compte Instagram et ça s'est fait autrement. Donc en fait, ma posture, elle n'a pas tellement changé. Enfin, aujourd'hui, avec mes clientes, j'ai quand même une approche thérapeutique parce que, moi je travaille beaucoup avec l'attachement, je suis spécialisée dans les relations amoureuses. Oui, donc ça pourrait faire très psychothérapie. Complètement. Mais ce que je trouve dommage, c'est vraiment que les coachs, dans les formations de coaching, il y ait très peu de psychopathologie. Et là où le risque est grand, je trouve, c'est que quand on n'a pas quand on n'a pas cette approche-là, on peut vite faire plus de mal que de bien parce que à être trop dans le coaching, comme tu dis, il faut... alors qu'on ne sait pas du tout il faut, je dois, mais en tout cas, il y a une approche très dynamique, très go. Ça vient quand même des pays anglo-saxons, du sport, etc. Et du coup, quelqu'un qui vient en life coaching, par exemple, pour une difficulté dans, je sais pas, un truc assez basique, la confiance en soi ou l'estime de soi, il se peut qu'en amont, il y ait des traumas d'attachement non résolus, et que là, du coup, on se retrouve confronté. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas ni la théorie ni la pratique? Ça peut être compliqué.
est-ce que, peut-être je vous pose la question à vous, parce que Laure a donné son point de vue, mais est-ce que du coup, si je comprends bien, la différence principale, ce serait la formation, mais alors du coup, si on reçoit quelqu'un en live coaching, effectivement, qui vient pour de la confiance en soi, et qu'on utilise des outils de coaching on a appris, peut-être en général c'est 1 an, quelques mois la formation de coaching, est-ce que on ne se dit pas que forcément on va soulever des problématiques d'attachement, et donc en fait dans tous les cas, on va soulever des problématiques qui seraient de l'ordre de la psychothérapie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il faut avoir un minimum quand même de connaissances pour pouvoir rebasculer. En fait, toute la difficulté se fait, je pense, dans l'appel du client, d'être en capacité de dire ça m'appartient pas. Vaudrait mieux basculer chez un psy et en complément peut-être ou après basculer sur du coaching. Et moi, je vois dans mon cursus de formation en coaching parental, beaucoup de mes collègues, elles se sont formées après. Elles sont allées faire des formations annexes. Tu parles de collègues coach ou coach? Parce qu'on n'était que 2 à être psy et à venir à la formation coach. Et beaucoup, il y a aussi de la réorientation professionnelle. Donc, elles débarquent dans le milieu de l'accompagnement. Alors là, la formation, c'était 3 ans. Donc, c'est plus long, il y a beaucoup de pratiques, etc. Pour autant, c'était quand même le constat qu'à un moment donné, face à des parents qui peuvent parfois être en épuisement, ou par exemple, moi, là en ce moment, je forme aussi pas mal d'anciennes collègues sur les neuroatypies. On avait 0 truc, 0 base, 0 identification, 0 signe. Quand on est coach parental, on accompagne des parents qui sont en difficulté avec leurs enfants. Potentiellement, il est fort probable que certains enfants présentent des neuroatypies non diagnostiquées et elles n'ont pas la base théorique dans les écoles de coach. Et ça manque, je trouve. Donc, soit elles se forment, soit effectivement, il y a besoin d'être supervisé pour pouvoir se dire, ok, je dois réorienter ou je dois travailler en collaboration avec un psy pour... Et se former quand on est coach, c'est compliqué. Moi, je suis assez intéressée en fait, de vous entendre parce qu'en fait, c'est vrai que je connais pas très bien ce qu'est le coaching. Ce que j'entends peut-être, c'est que du coup, vous auriez une fonction un peu peut-être aussi parentale, un peu rassurante dans le fait de guider, c'est ça? Quand tu dis une fonction parentale, tu as envers le patient, en fait. Ou du coup, effectivement, je pense que... D'orientation. Ouais, parce que pour moi, le thérapeute, pour moi, sa fonction, en tout cas, moi, la manière dont je travaille, c'est-à-dire que j'essaye d'être la plus bienveillante, la plus sécure, la plus contenante possible envers le patient. C'est-à-dire que je lui fais expérimenter ce qu'est une bonne relation maternelle, finalement, en faisant en ayant cette posture-là. Et du coup, avec le coaching, viendrait aussi cette mission d'être aussi très cadrant, finalement. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça pourrait rassurer aussi le patient d'avoir quelqu'un en face qui connaît un peu des choses dans un domaine dans lequel il ne connaît pas, ou qui le guiderait sur qu'est-ce qu'il doit faire entre 2 séances. Ok. Et c'est là que la frontière... On fait déjà un peu, quoi, finalement. Ouais. C'est parce que, en fait... Alors après, moi, ça, c'est mon approche, c'est très personnel, hein, mais moi, tout se joue dans l'alliance, en fait, avec... donc, que ce soit du coaching ou de la thérapie, je trouve que ce qui va compter, c'est l'alliance. Donc... Voilà, Mais c'est là que du coup ça peut être un petit peu dangereux, c'est que du coup en fait si quelqu'un n'est pas formé, exactement. Et l'alliance fait que le patient va avoir tendance à transférer en fait toutes ses attentes. Quand t'es pas formé au transfert, au contre-transfert. Et puis en fait et puis il peut y avoir une projection du coach, comment on appelle ça, un coacheur. Je sais pas. Un coach avec son coaché. Ah ouais, voilà. Coach et coaché, donc un coach finalement va projeter en fait ce qu'il attend du patient en fait. C'est-à-dire vous devez faire ci, vous devez faire ça, et finalement ça peut reproduire aussi une relation parentale. En fait, on a l'habitude de dire que le coaching, c'est pour les gens qui vont bien, et qu'on travaille sur le comment, et qu'en thérapie, on travaille sur le pourquoi. Sauf que c'est faux, parce que les thérapies actuelles, les thérapies cognitives, les thérapies brèves, on est dans le comment et on y va, il y a des exercices, il y a une mise en mouvement qui se fait dans les thérapies psychocorporelles aussi. La thérapie des schémas, c'est la même chose. Exactement, donc du coup, c'est là que la frontière, on donne des missions elle est très quand même, patient entre 2 séances. Et moi, en tant que coach, quand j'accompagne mes clients, je suis pas sur le comment. Moi, je sais pas faire autrement que d'aller chercher un moment le pourquoi, parce que moi je vais chercher le trauma un peu, je vais chercher les insécurités d'attachement en tout cas, donc c'est en ça, c'est ce fameux pourquoi et ce fameux comment, je trouve que c'est flou. C'est flou parce que, encore une fois, dans les thérapies d'aujourd'hui, on est dans le comment, et certains coachs qui ont parfois la double casquette sont dans le pourquoi. Et tu vois, toi tu disais que dans ta formation, les psys, y avait très peu de psys, parce que c'était la reconversion professionnelle, etc., et que du coup ils partaient se former après. Alors moi pareil, j'étais la seule psy, mais moi c'est ce qui m'a fait rater.
ma formation, c'est-à-dire que moi j'ai dû la repasser, j'ai raté ma première année de coaching. C'est pour l'ego, c'est quand même... ça fait un peu mal quand même. Hein, surtout quand tu as déjà de la l'impression pratique. Que tu accompagnes des gens quand même depuis 5 ans, que tu as un certain niveau et on te dit ça va pas le faire. Parce que j'avais pas la bonne posture. J'avais une posture trop psy, qui était jugée en tout cas trop psy. Après, dans la psychanalyse, il y a quand même c'est l'association libre, quoi. C'est-à-dire qu'on mais laisse moi quand j'étais même beaucoup pas le patient. psychanalyste, je suis allée où je pense que j'ai jamais trop exercé en tant que psy. Ça t'a vite fait à ta C'était sauce, vite quoi. compliqué, la fédération, il faut faire... Oula, j'ai dit non, ça va pas être pour moi, ne m'enfermez pas là-dedans, donc je me suis fait virer très vite de la fédé. Est-ce que vous diriez que par exemple aussi une des différences c'est l'image que renvoient ces deux métiers vis-à-vis des gens qui connaissent pas, c'est-à-dire que ce que je comprends c'est que vous dites finalement il y a peut-être une grosse différence au niveau de la formation et on sait pas, ça peut éventuellement poser des problèmes quand on commence à creuser des choses ou même juste donner des exercices, mais il y a aussi que il y a peut-être des gens qui viennent plus facilement voir un coach ou une coach que ou une psy. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Moi, je pense que pour certaines personnes, oui. Et après, ça va dépendre des problématiques. Ouais. Mais moi, je pense que, en tout cas, dans ma pratique à moi, pour certains parents, c'est plus facile de se dire d'aller voir un coach parental qui potentiellement va amener des outils pratico-pratiques en mode, ok, je viens avec mon problème et on va me donner... et moi, souvent, les parents, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, moi, je veux savoir comment on fait, comment je dois réagir, trouver des solutions. Et du coup, il y a peut-être moins l'impression d'être engagé au niveau thérapeutique avec un coach parental qu'avec un psychologue, où là, tout de suite, le psy, ça renvoie quand même au fait que on va peut-être aller creuser un peu, ou on va peut-être aller regarder un peu dans l'enfance, au niveau relationnel. Pas de chance, vous êtes aussi psy, donc vous allez quand même... Ouais, c'est ça. Moi, c'est les premières questions que je pose. Tu as des frères et sœurs? Tes parents sont divorcés? C'est les premières questions, elles se situent quand même... Tu as des traumas? Globalement, avant 5 ans, comment ça s'est passé? Un trouble de l'attachement? Vous n'avez pas l'air forcément... J'ai quand même cette sensation qu'aujourd'hui, c'est quand même plus démocratisé d'aller voir un psy. Aujourd'hui, c'est quand même... on nous a fait de la bonne pub, sans doute, avec le Covid. Je pense que les gens... c'est vrai. Moi, je trouve que du coup, depuis le Covid, il y a eu... Pour moi, le Covid, c'est vraiment un déclencheur, en fait. C'est-à-dire que ça... La métaphore que j'imagine, c'est qu'en fait, les gens avaient l'habitude d'avoir des mécanismes d'adaptation dans lesquels ils prenaient tout le temps les escaliers pour pas prendre l'ascenseur, mais sans s'être vraiment posé la question de savoir ce qu'il y avait dans l'ascenseur. Et puis un jour, on leur a bloqué les escaliers. Ouais. Et là, ils sont en bas, ils peuvent plus monter parce que dans l'ascenseur, il y a un truc qui, du coup, les active énormément. Donc, en fait, c'est vrai que ça a été un déclencheur et je pense qu'aujourd'hui... il y a aussi une meilleure reconnaissance peut-être de notre travail. Alors, je sais pas, aussi sur la question, alors, sans parler de la question du remboursement sécu, mais les mutuelles ont quand même aussi un peu joué le jeu, voilà. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose du côté peut-être un peu plus... c'est un peu plus tranquille, je pense, dans l'image qu'on en a. Les gens appellent plus facilement, je trouve que... Voilà. Et puis quand on discute autour, moi j'ai quand même la sensation que j'ai quand même pas mal de personnes autour de moi qui me disent « Ah, mais moi aussi, je vais voir un psy. Ah, mais moi, je vais voir pour mon fils. » Voilà, il y a quelque chose quand même de... Et en même temps, je crois que dans l'inconscient collectif, il y a quand même encore le psy, c'est parce que je ne vais pas bien. Ouais. Alors que moi, dans ma pratique en tout cas, les gens qui venaient me voir, alors évidemment pas tous, mais c'était juste des gens qui allaient bien et qui voulaient aller encore mieux. C'est dommage parce qu'effectivement, si on véhiculait cette image-là, on pourrait dire aussi que c'est quand on va bien qu'on traite les choses en profondeur. Pas quand on va mal, parce que sinon j'ai de stabiliser. On va s'attaquer aux symptômes et abaisser le symptôme, alors qu'en fait, parfois, quand on va bien, et juste faire un travail de développement personnel, j'aime pas le terme, mais en tout cas, d'aller grandir un petit peu, et ça se fait aussi très bien chez un psy, quoi. Je vais arrêter. T'arrêtes de parler? Tu te fais plus de la pub? Non, il faut que je me fasse un peu de pub quand même. Tout le monde chez le psy, non, je suis coach. Non, je rigole, mais je pense que c'est important de le dire, parce que dans l'inconscient collectif, il y a vraiment ce truc de chez un psy, on va traiter un problème. Et en fait, des fois... Oui, mais c'est comme tu disais, tu fais de la thérapie de couple, c'est un peu pareil. Moi j'ai fait un accompagnement avec toi au niveau de mon couple et ça dysfonctionnait un peu, mais c'était pas non plus la débandade. Et tu nous l'avais très bien dit dans l'accompagnement, il y a un moment donné, on n'a pas besoin d'attendre que ça soit la débandade pour aller justement... c'est même mieux. Et c'est même mieux de venir juste avant, parce que justement on peut encore reconstruire, se parler, la communication n'est pas complètement coupée, etc. Et... C'est intéressant ce que tu dis, par exemple, qu'est-ce qui fait que tu as choisi un coach pour ton couple et pas un psy? Parce que j'étais psy.
Ah, c'est parce que c'était Laure qui faisait les deux ou... Parce que, ouais, il y avait ce côté-là, il y avait vraiment ce côté-là. Et puis, avec les réseaux sociaux, ça permet aussi de voir un peu l'approche et la manière. Je connaissais déjà sa manière. Et je connais, c'est déjà un peu sa manière d'accompagner, etc. Et c'était intéressant parce que j'ai pris pour moi, mais du coup, mon mari elle m'a dit je vais suivre les lives aussi, moi aussi. Voilà, donc c'était rigolo. Moi, j'ai une question. Est-ce que du coup, comment on choisit un bon coach? Est-ce qu'il y a un répertoire? Est-ce qu'il y a... Parce que nous, c'est vrai que les psychologues, il y a quand même l'idée aussi d'avoir... alors, en EMDR, par exemple, on va chercher sur les sites de formation ou de l'association. Chez les psychologues, il y a quand même le numéro d'hélice qui permettent de reconnaître quand même la formation. Parce que ce qu'on est en train de se dire quand même, c'est que chez certains coachs, il y a quand même le risque que quelqu'un s'improvise coach. Il y a la certification RNCP. Un bon coach. Il y a la certification RNCP chez les coachs, mais ne me demandez pas ce que ça veut dire, je sais même pas. Non, je sais plus. Tu veux dire que c'est une certification à la fin de oui, la c'est formation, ça. mais ça dure combien de temps? C'est quelques mois, c'est ça? Donc toi, t'as dit que c'était 3 ans? Moi, ça peut être long quand même. L'école que j'ai faite, c'était 3. Moi, 2. Ah, 2 ans quand même, donc c'est pas forcément que des formations courtes. Ah non. Ça peut être les bonnes formations, et pourtant moi c'était pas, alors maintenant ils sont certifiés RNCP, mais à l'époque l'organisme moi de formation n'avait pas cette certification, et c'était une formation solide, moi parce aussi, que là pour le coup on avait pas un peu de psychopatho, non c'était une grosse formation, donc moi, la formation que j'ai faite, les formatrices, elles étaient beaucoup sur la vigilance de, en tant que pendant le cursus de formation de coach, aller chez un psychologue parce que vraiment, ça va réveiller forcément des choses. Donc ça ferait partie de ce qui est important. Et après, il y a tout un côté de supervision qui était très fort. En ça, mode, ok, vous allez être diplômé, vous allez commencer à accompagner. Déjà, vous n'accompagnez pas dès votre première année, vous attendrez d'être en 3e année pour commencer à accompagner des familles. Et vous êtes supervisé à chaque fois parce qu'on travaille avec de l'humain. Et je pense que cette... Moi, j'avais une formatrice psychologue. Ouais, ce côté formation, je pense que ça dépend... c'est peut-être un indicateur. Après, c'est un peu difficile, du coup, de savoir où trouver... Mais tu vois, par exemple, pour les psychologues qui travaillent dans les neuroatypies, moi, il manque un répertoire de psychologues formés ou informés aux neuroatypies. Parce que c'est pas parce que t'es psychologue que t'es forcément... Et comme au trauma. Moi, perso, dans ma formation théorique, tout ça, et comme je me suis pas formée, tu vois, au trauma... ça manque. Pareil, Mais est-ce que ça voudrait dire que du coup on peut aussi aller voir un psychologue et un coach à côté? C'est-à-dire qu'on pourrait faire les deux? Hyper compatible, vraiment. Alors là, moi pour avoir vraiment parce que j'ai la double casquette et parce que et ça c'est une question moi qui revient souvent sur les réseaux. Oui, mais je suis déjà en thérapie. Est-ce que du coup, carrément. Donc ça veut dire que nous, psychologues, moi je pourrais par exemple orienter mes patients vers un coach à côté pour beaucoup de psy qui orientent. Alors, en complément de ce qu'on fait par exemple en psychotrauma, de traiter les traumatismes ou travailler sur la question de l'attachement. Oui, parce que moi j'ai beaucoup de psy. Alors pareil, parce que j'ai la double casquette aussi, peut-être ça les rassure, je ne sais pas, mais moi je trouve le travail, le combo des deux, waouh, je sais pas, je trouve ça génial, vraiment. Alors du coup sur les réseaux sociaux, en tout cas Laure et Myriam vous le savez, et peut-être Anaïs, c'est plus une représentation que tu peux t'en faire, mais il y a beaucoup de critiques sur le coaching, sur le fait que justement la formation ne serait pas assez solide, que ce serait entre guillemets un peu dangereux. Donc du coup ma question serait... on se dit que la différence fondamentale c'est peut-être pas l'histoire de la guidance mais c'est peut-être plus l'histoire de la formation. Est-ce que ça vous paraît un problème en fait que ça s'intrique ou pas? Est-ce qu'il y aurait des choses dans les formations des coachs à modifier à votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment c'est problématique pour les gens en fait à l'extérieur ou pas tant que ça finalement? Moi, je pense que ce serait bien que dans les formations de coaching, il y ait un peu plus de psychopathologie, que les coachs puissent identifier s'il y a trauma ou pas. Alors, maintenant, dans le milieu du coaching, alors, il y a eu toute une vague de trauma informés, donc ça veut dire que les coachs sont informés du trauma. Mais vous ne pensez pas qu'il y a toujours un peu de trauma quand même? Moi, qu'est-ce que c'est que le trauma? Parce que si on parle du principe que c'est quelque chose qui n'est pas digéré correctement par le cerveau, du trauma on en a tous quoi. Donc en fait tous les patients ou toutes les personnes que vous allez recevoir... Alors, en tout cas, moi dans ma croyance, il y a du trauma tout le temps. Après c'est comment ça a été élaboré, comment ça a été ressenti, comment ça a pu être traité. Donc voilà, je pense qu'il manque vraiment cette approche-là, ça tend à venir. Après il y a énormément de dérives...
Notamment mais après, dans le coaching spirituel, dans le après, développement personnel. ouais, c'est ça. C'est Après, encore autre chose, quoi. les dérives, elles sont aussi liées à des personnes. Enfin, pour moi, il y a Bien aussi sûr. ce côté-là. Je pense qu'il y a vraiment... Et qui nous font du mal, hein, clairement, qui viennent complètement dézinguer notre métier. Enfin, voilà, après Dans ça le sens où existe. ça le rend pas crédible. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Mais peut-être parce qu'on a la même chose chez les psys aussi. peut-être. Oui, mais je crois que c'est Oui. c'est un peu dans toutes les professions. Enfin, il y a quand même l'idée, alors là on n'en a pas parlé, il y a quand même l'idée de l'argent. Qu'une séance de coaching c'est beaucoup plus cher qu'une séance de thérapie. De thérapie. Et que du coup, beaucoup de gens, notamment Pourquoi beaucoup pendant plus cher Alors après, nous, on n'a pas de grille, chacun met un peu les tarifs qu'il veut, mais globalement, une séance de coaching, on va vite, sur 1 heure, on va vite être sur du 100-150 euros, Ok. voire 200, voire plus. Moi, je suis à plus. Mais après, moi, je travaille pas à l'heure. Le coaching, souvent, c'est des forces. c'est pas un la forfait. séance. C'est, voilà, on dit, il y a un objectif, le client arrive, mon objectif, c'est ça. On est censé être en mesure, en capacité de déterminer le temps pour atteindre cet objectif. Et donc, on dépasse rarement les 10 séances. Donc, c'est vraiment très court. Et du coup, beaucoup de personnes se sont dit, bah tiens, je vais être coach. J'aime les gens. J'ai aidé ma mère, j'ai aidé mon frère et mes copines. Et du coup, je vais faire du coaching. C'est bien payé. Et c'est là qu'on se retrouve avec de vraies problématiques. Et alors, Des dans personnes qui n'ont pas traité leur propre travail. Oui, c'est ça. Et qui, du coup, viennent les traitent. réparer et qui les Qui vont traitent être meilleurs avec gens, les quoi. autres qu'avec. et qui les traitent à Enfin, travers leurs Ça, clients. c'est une donnée aussi qui peut être intéressante. Ce que vous dites, c'est finalement pour accompagner, c'est important de connaître ses propres limites, ses propres Bah oui. traumatismes, ses propres projections, ses propres biais, parce qu'on en a tous. Est-ce que vous diriez que dans la formation en coaching et en psychothérapie, et encore déjà, bon, si les gens me suivent, ils savent déjà ce que j'en pense, mais je veux dire, parce que dans la formation en tant que psychologue, on nous suggère d'aller en thérapie, mais enfin, Pour pas tant que ça, hein. donc on peut être un psychologue aussi ou une psychologue C'est qui ça. n'a pas Qui n'a pas Ah, fait tout à de fait. thérapie. Je pense qu'il y en a plein. là-dessus. Il Il y en a plein. Et ça Je se pense que- voit, et je- en tout cas Moi, je sur les pense que réseaux c'est- sociaux encore Ça peut plus, être un peu dangereux. on voit tout de suite. En fonction de ça. Ouais. Et en coaching, du coup, encore moins. Mais je pense que ça devrait être obligatoire, en fait, d'avoir fait, quitte à faire un minimum de séances, mais au-delà de la formation théorique en psychopatho, d'être passé entre les mains d'un bon psy pour avoir traité soi-même et son narcissisme, enfin voilà, toutes les carences qu'on peut avoir, je pense que ce Mais ne serait serait-ce que déjà- dans la relation aussi, parce que comme on Et le accompagne transfert, et on est l'alliance dans de travailler le- sur le transfert. le bien sûr. transfert, le contre-transfert. Ouais, moi ça me paraît indispensable. C'est des choses avec lesquelles vous travaillez toutes les trois, le transfert, le contre-transfert. Moi, oui. Ben oui, forcément. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire un peu plus aux gens qui connaîtraient pas ce type de pratique? Ben, on se sert finalement de la relation thérapeutique pour en faire du matériel thérapeutique. Il faut que j'arrête de dire thérapeutique, je suis coach. Vas-y, prends le relais, Mireille. La limite est fine. Vas-y, hein. Anaïs, Prenez le vas-y. relais. Pour Vas-y, vous, du Anaïs. coup, comment vous travaillez avec ces deux aspects, transfert, contre-transfert? C'est tellement naturel, je crois. En fait. Mais oui, c'est ça, C'est c'est difficile de dur à mettre des mots expliquer là-dessus. parce que ça se fait dans le. Et après, moi, je sais pas, je me disais par exemple, quand tu disais le coach, finalement, c'est très complémentaire à la posture du psy. Moi, je me dis finalement, c'est presque une posture un peu de reparentage, en fait, comme si le psychologue était un peu la mère, en fait, un peu symbolique, et finalement, Le père c'est le coach. Tu veux serait qu'on un en peu... parle Ah oui, non, en fait. Le coach un peu plus psychanalyste, cadrant. T'as le psychanalyste à côté. Ça fait deux fois que tu dis mère, t'as pas dit Je père, sais. fais attention. Attention à la castration. Mais que du coup, en fait, mais moi je trouve que, alors après c'est, après je reviendrai sur la question du transfert, mais je me dis tiens c'est intéressant parce que du coup c'est aussi dans le double mouvement de, on accompagne un patient, on est deux, il y a aussi ça, il y a aussi cette espèce de couple quand même parental qui vient, moi je trouve que les thérapies qui ont bien fonctionné, souvent c'est des thérapies où il y a aussi quelqu'un d'autre avec moi, enfin dans la prise en charge. Ah oui. Moi je bosse beaucoup par exemple avec bon, alors je travaille avec Catherine sur la question du couple, je travaille avec Elisabeth Roux, notre collègue psychiatre qui du coup aussi accompagne certains de mes patients. J'ai beaucoup travaillé avec les services de police dans laquelle j'avais ma collègue Pauline Lenz, Catherine Normand, voilà. Et du coup en fait dans le double mouvement je trouve que le patient se sent entouré en fait, il se sent accompagné comme finalement l'enfant avec ses parents. Alors est-ce que le transfert c'est un peu ça? Moi je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on transfère dans la relation, dans l'alliance thérapeutique, dans l'autre, sur le plan thérapeutique, ce qu'on a vécu notamment dans l'attachement, enfin voilà, c'est-à-dire que
Tu veux dire que tu utilises ta propre expérience de vie, donc là en dehors de ta formation, pour pouvoir travailler avec tes patients? Oui, alors sans doute oui. En plus, moi, je suis assez au clair avec le fait que je peux transmettre ou dire un peu des choses de moi dans la limite du raisonnable, de ce que j'estime raisonnable, voilà, de ce que j'ai travaillé sur moi ou ce qui, voilà, parce que moi, je passe beaucoup par l'expérience de ce que j'ai vécu moi. Je pense que je me dis toujours qu'en fait, l'idée dans le transfert, c'est de faire expérimenter à l'autre vraiment une bonne relation thérapeutique. C'est-à-dire, on n'est pas dans le jugement, je veux dire, si le patient est en colère, ben, il a le droit d'être en colère, il a le droit d'être en colère. Après, moi, j'ai bien conscience que c'est pas moi directement qui suis concernée, que c'est en fait parce que le patient, il transfère sur moi quelque chose qu'il a vécu avec son parent. Voilà, Et c'est là que ça fonctionne. Voilà. Et j'ai expérimenté quelque chose de chouette aujourd'hui. Alors, bon, je sais pas si ma patiente m'écoute aujourd'hui, mais en tout cas, et c'est là que je me dis, c'est ça qui fonctionne. Je veux dire, j'ai fait un petit exercice. Alors, je vais dire exercice, oui, la preuve qu'elle est limite, voilà, en thérapie des schémas mardi avec une patiente qui, du coup, en fait, s'est retrouvée, je pense qu'elle a transféré sur moi cette posture parentale avec la mère qui, du coup, voilà, elle m'a dit, elle m'a envoyé un message derrière, je suis mal, vous m'avez mis en enfant vulnérable, voilà. Et là, je me suis dit, ben non, en fait, je ne l'ai pas mis en enfant vulnérable, mais effectivement, dans cette posture qu'elle a expérimentée d'enfant vulnérable, elle m'a transféré comme le parent, en fait, maltraitant. Et donc, je lui ai remis un message, voilà, je me suis surtout, je me dégage de ça, parce que la tendance aurait pu être de dire, mais pourquoi elle m'agresse, cette patiente, pourquoi, voilà. D'où l'intérêt de la formation. Ah, mais oui. Et là, je me Quand suis on n'est dit, pas ben formé oui, à ça, mais le oui. coach qui Mais reçoit oui. ça, Mais oui. parce que dans toute alliance, dans toute relation, Oui. ça, Et puis, c'est là. et puis en plus, je veux dire, en plus, c'était assez désagréable ce qu'elle pouvait me renvoyer parce que elle me renvoyait quelque chose du côté de quelque chose que j'avais pas la sensation d'avoir fait. Enfin voilà, C'est ça. alors que j'ai la sensation d'en faire beaucoup plus. Voilà. Et donc tout de suite, je me suis dit, voilà. Ça m'appartient Ça m'appartient pas. Ouais. J'avais envie de lui dire, mais dites-le à votre parent. Enfin, je ne suis pas votre parent. Je le contiens, je vais le contenir, Voilà. mais... Et donc, lui ai répondu en lui disant, je suis là. En fait, vous avez le droit d'être en colère après moi. Il n'y a pas de souci. Je m'ajusterai à vos besoins. Dites-moi quels sont vos besoins. Et voilà. Et en fait, ça s'est abaissé tout de suite. C'est-à-dire que derrière, elle m'a dit merci. Je sens que ça va mieux. Voilà. Parce qu'en fait, d'ailleurs, je l'ai nommé, je crois, dans mon petit message en lui disant, voilà, je vais faire quelque chose que sans doute on n'a jamais fait pour vous. C'est-à-dire, je serai là, quoi qu'il en soit. Donc, dites-moi, en fait, voilà, de quoi vous avez besoin et je suis là. Et il n'y a pas de souci. Et je comprends, en fait, que cet exercice, il a été très activant. Voilà. Et je lui ai remis quelques petits éléments théoriques sur l'attachement en lui disant que ni elle ni moi étions pour quelque chose là-dedans. C'est juste que ça s'est rejoué dans la relation thérapeutique. Et ça se rejoue, quelle que soit la relation, et ça se rejoue entre un coaché et son coach. Et si on n'a pas les outils et la compréhension de ça... Bah là, on peut se sentir je vois, attaqué. Et Ah là, oui, oui. tu- Moi, je travaille avec des coachs, j'ai dans ma clientèle des coachs et qui sont confrontés à ça. Et je vois bien que la posture, elle n'est pas bonne. Enfin, Et puis ça peut la faire posture, peur. elle n'est pas tenue parce qu'ils ne savent pas. Ouais. Et donc, ils sont tout de suite dans de la réponse. Alors, Ouais. au contraire, il faut le laisser. Et ça, c'est du matériel pour la suite, quoi. Et, Ça peut faire peur d'être la projection de la Oui. colère du patient. Tiens, je suis mauvaise, qu'est-ce que j'ai C'est ça. fait? Voilà. moi, souvent, mes clients me détestent sur quelques Ouais, séances. mais c'est ok notamment, en fait. Après les 3 premières, là, quand on arrive un peu au cœur du sujet, Il faut être ok. ils me avec ça. détestent et c'est oui. ok. Mais complètement. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mm. Mais ça s'apprend. Ouais. Et c'est la pratique aussi qui nous apprend beaucoup. Et l'expérience, enfin moi je l'ai vécu dans ma propre démarche thérapeutique. Mais moi aussi. Je me souviens Ouais. avoir été très en colère après ma psy. Parce que nous, psychanalystes, par contre, Et c'est que- obligatoire. Et je la remercie Peut-être aujourd'hui. pas. Je sais ce qui m'a fait du bien. Ouais, voilà. Qu'elle me dise c'est ok Anaïs. Voilà. Oui, C'est c'est ok, cette vous avez le droit. contenance en fait. Voilà. Et c'est Ouais. tout ce transfert contre transfert. Et effectivement, je pense que la formation psychanalyste ou psychologue, même si c'est des notions qui parfois sont pas encore assez abordées, mais on a quand même psychanalyse, elles cette... le sont, hein. Oui, j'imagine qu'en psychanalyse, peut-être qu'à la fac de psycho, mais en tout cas, il y a des choses qui sont déjà posées, des jalons qui sont posés, alors que suivant la formation de coaching, en tout cas, moi, de ce que je vois, et ça peut aussi effectivement ne pas être relevé comme étant un matériel potentiel pour les suivis, alors que c'est tellement riche, quoi. Donc voilà, est-ce que ces éléments, vous pensez, toi, tu avais l'air de dire, Myriam, tu penses que c'est plus enseigné en fac de psycho parce que moi personnellement dans mon approche, c'est d'autres approches de thérapie qui m'ont formée à ça, mais j'ai l'impression que là pour le coup j'étais pas forcément bien formée à ça à la fac, mais Moi je suis d'accord avec toi. Ouais. En tant que Après, la psychologue. fac de psychologie, L'attachement. c'est...
on a un bon bagage théorique en psychopathologie, mais en Ça, c'est termes de limite, quand même. thérapie, Ouais. on n'a pas. Enfin, moi, c'est parce que j'ai fait des DU après, pour notamment en thérapie cognitive et comportementale. Enfin, c'est après, en fait, que les démarches thérapeutiques, elles arrivent, je trouve. Oui. Et c'est là aussi où, des fois, on voit la différence entre des psys qui ont fait des formations annexes et qui sont allés encore complémenter leur pratique, et ceux qui sont juste dans ce qu'ils ont appris de façon Ceux qui théorique. sont supervisés aussi. Et ceux qui sont supervisés Ça ou pas. se sent, Ça ouais. se joue Je aussi. trouve Hein, que la beaucoup. supervision, là, C'est vrai. Moi, j'avais envie de dire quelque chose, mais bon, Vas-y. voilà. Vas-y. Que Lâche-toi. certains aussi de nos formateurs n'ont jamais été expérimentés une relation thérapeutique. Donc en fait, c'est super bien en fait de nous enseigner la théorie, mais quand on n'a pas expérimenté Oui. soi, Donc ça c'est fait. Allez, ça, check. On pensait que ça allait être moi. C'est pas moi. c'est pas toi, t'as vu Bah, voilà, hein. On peut être très bon formateur et voilà. Ouais. Et oui, parce qu'entre la théorie et la pratique, c'est Ah ça, bah oui. il y a quand même un décalage. Hein. Du coup, avec ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, est-ce que vous diriez que c'est un problème qu'il y ait ces deux métiers qui existent? Est-ce que c'est un problème pour les patients clients? Parce qu'effectivement, on ne dit pas la même chose en fonction que c'est un psychologue, une psychologue ou un coach, une coach. Est-ce que c'est un problème finalement qu'il y ait ces deux métiers, qu'il y ait une frontière fine? Ou est-ce que ça vous paraît pas si problématique que ça? On rencontre un humain, non peut-être plus que quelqu'un qui... C'est ce que j'allais dire. Là. Plus un humain qu'un problème. Je crois que Donc, c'est tant on reste bienveillant, sécurisant, contenant, voilà, peu importe l'outil en fait. Ce qui marche, c'est la relation. J'aime bien ça. Ça me plaît. Bon, après, moi, je peux pas... Enfin, ça va être compliqué. Moi, j'ai les deux casquettes, donc je peux pas dire que... je trouve que les deux, encore une fois, sont compatibles de par l'accompagnement relationnel, quand on œuvre vraiment sur la relation. Après, comme dans chaque pratique, il y a du bien, du moins bien, et peut-être de pas trop définir les choses, et en même temps, de vraiment les définir. Enfin, c'est toute ce paradoxe-là, de ça devrait être mieux défini, Et en même temps, pour pas l'inconscient enfermant. collectif, Et voilà. pas enfermant. Et en même temps, pas enfermant, parce qu'il y a de tout, partout, depuis tout le temps. Et qu'est-ce qui pourrait définir? Tu parlerais plutôt d'une sorte de loi, un code Une étude scientifique, Des statistiques. qui fait quoi? Le sujet des études scientifiques, c'est plus tard. Non, moi je pense de poser des questions. Et alors, on peut peut-être critiquer un peu là aussi les réseaux sociaux, bon bref. Mais je trouve ça bien aussi parce que du coup on voit la personne, on l'entend. Ouais, pour le coup, moi je trouve Et ça ça peut être intéressant. rassurant aussi d'avoir le discours, parce qu'on parle beaucoup, enfin en tout cas je parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et du coup, bah, ça peut aider aussi de... Bah, que de ça permet Doctolib aussi, ou ouais, c'est ça. psychologue.net où bon ouais il y a des avis mais on n'est pas des Dyson non plus. Enfin, on peut citer des marques. Attention, il faut en mettre 3 de plus. Roventa, Brown. Et Philips. Mais voilà, le Instagram, en tout cas, une plateforme comme ça, permet... Donc voilà, si vous avez posé des questions, en fait, plus vous allez poser de questions, et il y a quand même quelque chose qui se joue dans le ressenti. Moi, je me souviens que ma première cliente, alors j'étais psychologue, mais bon, enfin, je les appelle aussi clients, parce que le terme patient-client, c'est pas réservé Oui. qu'aux coachs, hein, parce C'est que les Oui, psys aussi beaucoup de peuvent, psys, voilà. D'ailleurs, En chez les AT, anglo-saxons, c'est chez les client. anglo-saxons, ils disent client. Ouais. Donc, et je me souviens, elle m'avait appelé 2 ou 3 fois en me posant des questions, en mode alors, comment vous travaillez? Quel type d'outils vous utilisez? Et après, elle m'avait rappelé. Bon, j'ai bien aimé votre manière de me répondre, mais je voudrais avoir 2-3 précisions. La durée des séances, et j'avais trouvé ça super chouette parce qu'en fait, elle était arrivée, et ben, elle savait, elle s'était préparée, elle avait jalonné tout son processus avant de me rencontrer, et c'était très chouette parce que du coup, elle était pleinement dans sa sécurité, dans ce qu'elle imaginait, et du coup, l'alliance, elle était déjà créée en fait. Et ça, je trouvais ça chouette. D'ailleurs, des fois, quand les parents me disent oui, mais bah, posez des questions, envoyez des messages, envoyez des mails, téléphonez, enfin, si les gens vous n'ayez pas répondent peur. pas, ben, ça N'ayez pas fait peur déjà, de ça vous poser des donne, questions, ça ouais. vous donne déjà une. Donc sur les réseaux sociaux, effectivement, ça c'est possible. Et après, quand il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est vrai que l'orientation, nous on se connaît parce qu'on travaille, ou on travaillait dans le même arrondissement en tout cas. Et c'est vrai que quand un patient ou une patiente a confiance en l'une de nous, par exemple, je sais pas si toi tu travailles avec une personne, que tu recommandes de venir en couple chez moi ou chez Anne pour les enfants, ou que le conjoint, la conjointe chez une autre collègue. En fait, quand il y a déjà une alliance qui est Ouais, précréée, c'est le réseau. Ça, le ça aide, réseau le réseau. rassure aussi. Parce Moi, qu'on j'ai se dit- beaucoup les amis
des amis, voilà, j'ai une amie qui m'a dit, voilà, et en fait, je pense que c'est ça aussi, l'expérience de l'autre, La relation. la relation. Ouais. Qu'on J'avais une réponde aux question questions. en fait pour les collègues, du coup, en termes d'outils, en fait, parce que moi, j'ai mon imaginaire, peut-être le coach, ce serait un peu comme quelqu'un qui fait de la TCC, de la thérapie cognitivo-comportementale. Est-ce que c'est les Alors, moi, je outils suis un pas peu... TCC, Non. enfin, je maîtrise Pas du pas. tout. Moi, j'utilise des protocoles d'hypnose, de PNL, d'analyse transactionnelle, D'accord. de psychanalyse, c'est une espèce de boîte à outils, un peu de tout. Mais je crois que j'utilise surtout la relation. Ok. Je- Donc je- finalement, c'est là que la relation... Enfin, on avec est un peu tous les coach sans s'en outils rendre et compte. voilà, toutes les formations que j'ai pu faire, bien sûr qu'elles me servent, mais Ouais. même quand j'étais psy en libéral, on oublie complètement les outils, Ok. on oublie la théorie et on est là dans l'instant présent avec ce qui se joue sur cette séance-là. Donc moi ce sera toujours l'alliance thérapeutique et les connaissances évidemment, mais ça c'est une fois que le client est sorti, où on va checker un peu, mais ouais. Plein d'outils Ok. et aucun outil. Ok. Comme nous les psys, finalement. Peut-être parce que je suis psy. Après, moi, j'ai une approche où, comme j'utilise la thérapie par le jeu non dirigé, il y a des Et oui. protocoles quand même bien posés. Mais après, Ça, c'est du coaching ou de la thérapie? ça, tu c'est de dirais la thérapie, la thérapie par le jeu non dirigé, ouais, c'est de la thérapie, c'est une psychothérapie. Et la thérapie filiale aussi. Donc, là, pour le coup, il y a des protocoles. Mais par contre, c'est protocolé. Parce que c'est des approches anglo-saxonnes et que Ok. au niveau anglo-saxon, ils sont beaucoup plus protocolés. Et après, au niveau du coaching, il y a des outils. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que ouais, j'ai ma propre boîte à outils. J'ai une cliente qui un jour m'a dit, t'es comme une Mary Poppins, mais c'est un peu ça en C'est fait. ça. J'ai mon grand sac. Et il y a des fois, c'est en rendez-vous avec ce que le parent amène que je vais dire, mais t'as pensé à mettre un cahier de scrogneux? Un cahier de scrogneux? Oui, un cahier où l'enfant il pourrait écrire ses scrogneux. Hein? Mais ça me vient comme ça sur le moment parce que c'est par rapport à ce parent, cette famille, etc. Puis il y a Et c'est- l'expérience beaucoup voilà, derrière. enfin- Et puis après, on adapte les protocoles parce que, Ah oui. contrairement peut-être à l'EMD, nous par exemple, Tu dévoiles l'atelier qu'on a sorti au mois de... il y a une semaine là qui dit on adapte le plan de traitement. je n'ai pas fait cet atelier, sachez-le, je suis neutre, je suis complètement neutre. Mais oui, on adapte. Moi j'ai Bah des oui. protocoles, notamment de PNL, après avec l'expérience, que ce soit la ligne du temps, je les adapte, je mets des trucs dedans. Voilà, la relation. Alors, j'ai des questions. Alors, qu'est-ce que ce serait pour un coach d'avoir une posture trop psy? D'être peut-être trop orienté problème, orienté, alors que en fait le psy ne l'est pas, hein, mais enfin en tout cas pas tout le temps, mais être vraiment dans une posture de sachant, qui a bien fait ses études, enfin moi c'est ce qui m'a un peu pénalisé, en tout cas moi sur ma formation, c'est que même dans mon vocabulaire, j'étais pas compréhensible, et ce qui est idiot parce que ça pouvait me desservir aussi dans une pratique de psy, donc c'est pour ça que la frontière elle est très très mince, mais c'est d'être vraiment dans cette posture de guérison, de soin, de à tout prix guérir le symptôme, alors qu'en fait un psy c'est surtout pas, enfin il n'est pas censé faire ça non plus, en tout cas pas tout de suite. Mais le psy, il n'a pas le savoir. Enfin, pour moi, il y a vraiment quelque chose du Eh côté oui, de... Il ne mais, sait pas pour les oui. patients. Bah Par oui. contre, il a cette boîte à outils pour Eh oui. accompagner. Je suis d'accord. Et il prête son Mais je suis son d'accord, mais je pense psychisme que à la posture, compréhension. elle était ouais. bonne, hein, c'est juste que Ouais. voilà, moi je pense que Je j'aurais le dû ferai avoir pas. cet examen, Ouais. mais bon. Moi je le ferai. Nous, on te le donne. Merci, ouais, merci. C'est voilà. Mais... Et pour toi, Myriam, c'est de... Je me souviens, moi, dans mon cursus de coaching, en premier rendez-vous, moi, c'était l'anamnèse. On faisait les entretiens et moi, je posais plein de questions. Alors, c'est ça qui m'a grillé. nanan, Sur mon oral. les parents, la fratrie, vous avez déménagé. Et à un moment donné, on m'avait dit, mais pourquoi tu viens pas sur le lycée maintenant? Bah, je sais pas, parce que moi, je veux avoir l'anamnèse. Donc, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a un c'est ça. côté En tout cas, anamnèse, ou en tout cas, chez les Moi, c'est psys, ça qui on m'a a fait quand même... rater l'examen, c'était sur l'oral avec un Il y a une faux, globalité. un faux client. Ouais, il y a une Où je globalité. posais des questions sur son enfance pour voir comment la personne en était arrivée là. Et ça, en coaching pur, on n'est pas censé le faire. Je le fais. Oui, mais... Bon, et je Après- continue à le faire. Après, la question, c'est est-ce que dans le présent, il y a beaucoup de présent? Moi, je reste Jamais. persuadée que dans Ah, le pardon. présent, il y a surtout beaucoup de passé. Ben Bah oui. voilà. Et il est... Voilà. Bon, Il y a mais un après... moment- la philo, là. Non mais oui, il y a une forme de déterminisme, Mais en tout oui. cas de conditionnement, et après le tout c'est de se dire ok maintenant on peut agir dans le présent sans être en réaction au passé,
Mais ce passé, on en a besoin, c'est de la matière. Pour les coachs, est-ce qu'il est possible de se former à l'attachement, au trauma, au scénario sans être psychologue? Non. Voilà, donc, Comment t'as fait toi? J'ai lu, j'ai appris, mais il n'y a pas de... Le problème, c'est ça toute la problématique, c'est que ce genre de formations, les bonnes formations, enfin, je n'aime pas le terme, mais sont réservées, je trouve, aux psychologues. Et du coup, c'est très limitant pour les praticiens, coachs ou thérapeutes d'ailleurs, qui n'ont pas accès à ces formations. Donc moi, dans mon cursus psychanalyste, on travaillait énormément, c'était pas les mêmes termes, mais on travaillait énormément sur l'attachement, mais voilà, ça je trouve que c'est un vrai... c'est dommage. et du coup, est-ce que, je rebondis sur une question qui vient d'être posée à l'instant, c'est vraiment du live, hein. Est-ce qu'il y a des possibilités, quels sont les livres que tu conseillerais du coup? De tête comme ça. De tête, en plus, les Moi, titres j'en ai, et les sinon. auteurs. Ça, c'est une question pour Cathy. Ouais, ça c'est Catherine, ça. Non, moi, Il y a l'attachement à un instinct oublié qui est Ah, il est celui-là, il est super parce que Ouais. il y a toute l'historique de cette approche de l'attachement et puis surtout à la fin dans sa conclusion elle fait toute une conclusion sur et si Bowlby, donc Bowlby qui est la base de cette approche-là, si Bowlby était toujours vivant, qu'est-ce qu'il dirait de ce qui se passe aujourd'hui, etc. Et puis à l'intérieur il y a plein d'exemples, etc. Donc moi je trouve que ce bouquin est très bien. Évidemment il y a les bouquins de Raphaël Michkovitch sur donc là, les fondations du lien amoureux, si on parlait de la spécialité de Laure, mais aussi l'attachement tout au long de la vie. Bon, voilà, pour les personnes qui veulent approfondir, nous on a fait un atelier sur la question où voilà, on décrit tout un tas de choses. Et il y a encore plein d'autres livres qu'on recommande sur des sujets spécifiques liés à l'attachement, comme la régulation émotionnelle, parce que oui, c'est lié à l'attachement. Voilà, donc déjà avec ces 3 bouquins, il y a déjà pas mal à Du faire. taf, quoi. Pour les coachs, qu'est-ce que vous auriez comme formation à conseiller? Alors moi, je les connais pas, à part celle que j'ai faite moi. Que tu recommandes ou pas? Oui, bien Ouais. sûr. C'est la formation Human Visa, VIZA. Donc c'est du coaching structurel, donc ça prend en compte plein de choses. Mais après, c'est vrai que je ne connais pas, quand on me demande, je ne connais pas les formations de coaching. Je ne saurais pas recommander. Ok. Et moi non plus, sauf celle que j'ai faite. Donc moi j'ai fait avec le coaching via Isabelle Fillosa, via son école, donc qui est Horizon dans le sud, et il y a une antenne à Paris. Oui, moi c'est à Montpellier, mais il y a beaucoup, notamment depuis le Covid, je pense, on alterne e-learning et présentiel. Du coup, moi j'aurais une question en lien avec celle-ci. Comme vous n'avez pas forcément, on va vous recommander peut-être les vôtres parce que vous les avez aimés, mais si des personnes qui nous écoutent cherchaient une formation en coaching, qu'est-ce que vous leur recommanderiez de vérifier ou regarder sur le site par exemple dans la formation? De bien regarder quand même le corpus théorique au niveau de la psychopathologie, de qu'est-ce qui est enseigné en fait en termes d'outils, mais au-delà de ça, de vraiment regarder en termes de posture, voilà, qui est peut-être une supervision, qui est de regarder les formateurs aussi, les formations, les compétences et l'expérience des formateurs. Et surtout qu'est-ce qu'il y a derrière en fait Moi je parlerais de la supervision, en vraiment termes de ça, supervision la et supervision, d'exercice à partir et de quand on exerce. ouais c'est ça, exactement. Si par exemple on fait une formation de coaching en 6 mois, bon ok, mais c'est une jolie introduction pour moi, enfin ça C'est peut ça, pas c'est être ça. voilà. Et donc voir à partir de quand dans la formation de coaching on propose à la personne de commencer à coacher, et si on commence dès le départ, ouais, non, normalement, on Et les pose prérequis, non? Les prérequis à Peut-être. l'entrée. Ouais, après ça, dans les formations Eh de non, coaching, il n'y ouais, a pas de vente prérequis. derrière. Non. C'est-à-dire que par exemple, dans l'école de Filiosa, Non, elle c'est- prend n'importe qui. Mm. Ok. Et du coup, toi, tu dirais que à partir de combien de temps de formation de coaching, ça te paraît sécure pour les clients que la personne commence à exercer? Bah, si on est dans une formation où il y a de la pratique et de la supervision, Donc, c'est pas forcément en visio, c'est-à-dire qu'il faut que après. ben ouais, ou sinon, qui est quand même un corpus de... Parce que par exemple, moi j'ai eu mes supervisions en direct, et puis après on avait créé un groupe de pairs, et on C'est ça. faisait de l'intervision. Mm. Et ça aussi c'est hyper riche, parce que chacun vient avec des questionnements, ou des recherches, ou t'as pas un bouquin, et donc on s'aide, et ça aussi ça forme. Donc, mais je sais pas, ouais, je dirais 1 an et demi, parce que pour moi il y a vraiment le démarrage, c'est vraiment toute cette création d'alliances, parce qu'on travaille on travaille avec des humains quand même, donc Et encore plus avec des enfants. ouais, oui, bah oui, Oh. et les parents, parce que quand Oui. quand on fait du coaching parental, on travaille beaucoup avec les parents. C'est pour ça que j'ai arrêté les enfants en thérapie. Et de manière générale, quand on travaille avec les enfants, on travaille beaucoup avec les parents. C'est ce que j'avais dit pendant le podcast avec Catherine, parce qu'effectivement, mais on travaille avec de l'humain, donc 1 an, ouais. minimum.
Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui Tiens. ont mis en évidence l'efficacité du coaching? Joker. Ça, c'est pas Moi, je sais Catherine. pas. Catherine. Alors, je peux pas répondre à la question aujourd'hui. En revanche, On va se renseigner. On va se c'est ça. renseigner. Non mais je le dis parce que bon, les personnes qui me connaissent savent que bon, moi, j'adore les études scientifiques, mais par contre ça prend du temps. Donc voilà, je vais le noter. Si Fabien, tu veux bien le noter là parce que moi je n'ai rien pour le noter, mais ça m'intéresse. Je vais regarder. Et cela dit, ça m'étonnerait pas parce que Et oui, mais en plus, je pense que ça pourrait être facile pour le coup, parce que si on reprend la base, Il y a du la base coaching, du coaching. état présent, état désiré, objectif. Bonjour, je viens, je voudrais arrêter de fumer. Mm. Bon, parce qu'à la fin des séances, la personne a arrêté de fumer ou pas. Et est-ce que c'est durable? Parce que c'est souvent ça aussi dans les études C'est qui ça. est évalué, c'est est-ce qu'au bout d'un an, alors même si un an c'est un peu court quand même, mais souvent dans les études malheureusement ça va pas forcément plus loin que ça, mais déjà si on se dit on a fait je sais pas 10 séances de coaching, est-ce qu'au bout d'un an j'ai toujours le résultat qui est maintenu? Mais on va regarder, ouais, c'est intéressant. Sachant que dans la plupart des problématiques de coaching, par exemple, moi, j'ai jamais traité ni l'arrêt du tabac, ni l'objectif. Moi, je fais du life coaching et du business coaching. Donc, après, j'ai accompagné certains sportifs. Donc là, c'est encore autre chose. Mais voilà, la frontière est mince. Il faut aller vérifier, en fait. Est-ce que les coachs exercent forcément en libéral? Parce qu'il y a des coachs en Salarié. institution, Entreprise. En En entreprise, entreprise, ouais. en salarié, dans les grosses boîtes, il y a des coachs attitrés qui sont salariés de l'entreprise, mais en général, on intervient de l'extérieur, en freelance, enfin en libéral. D'accord. Ok. En entreprise et en institution, je dirais non. Comme ça, ça me. Dans le moi, j'ai beaucoup travaillé dans le médico-social et non, pas du tout. Mais en entreprise, oui. Quelles seraient sinon les bonnes raisons pour devenir coach ou psychologue? J'ai l'impression que selon Anaïs, se dire que j'ai aidé des amis est péjoratif. Peut-être est-ce seulement une impression. Ah. Alors, une bonne, je ne sais pas, il y a toujours une raison, je pense, Ouais, quand c'est même. Même quand on Après- croit qu'il n'y en a pas. Maman. Oui. Après, non, je pense que souvent les patients, en fait, vont développer des compétences pour l'autre. Au contraire, je pense que c'est plutôt l'inverse de est-ce que aider une amie. Moi, je pense que quand on sait qu'on peut aider l'autre, c'est qu'en réalité, on peut aussi s'aider soi. Et je pense quand même que devenir psychologue, c'est aussi trouver le moyen aussi, je pense, de mieux comprendre aussi sa propre vie. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé de mettre du sens en fait sur la dimension psychique, voilà. Et non, je pense qu'au contraire, je pense que quand on a des compétences en aidant ses amis, j'imagine qu'on peut avoir des compétences pour aider les patients. La seule chose, c'est que c'est pas tout à fait la même posture. C'est Voilà. pas suffisant. d'avoir- Voilà, exactement. Voilà. Mais en tout cas, ça peut être une raison. Voilà. Mais je pense que toutes les raisons sont valables en fait. valables. Hein, à Voilà, partir du coup, moi je suis moment où- curieuse, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous a donné à vous, toutes les trois, envie de faire le métier que vous faites aujourd'hui. Bon, moi, clairement, c'était pour me réparer. C'était pour réparer mon histoire, mon enfance. C'est d'avoir vécu des choses où, à un moment donné, j'ai ressenti le besoin, moi, d'aller en thérapie. Et du coup, il y avait un vrai mécanisme de sublimation, enfin, en tout cas, de réparation là-dedans. Moi, je dirais que c'était peut-être pas tout à fait conscient. C'est-à-dire que... Oui, pardon. Maintenant, je dis ça. Je savais Ouais, pas. voilà. Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, ça a plus de sens pour moi, Oui. mais je pense que je me suis pas toujours dit que je voulais être psychologue. D'ailleurs, je pense que des moments, j'ai essayé d'aller ailleurs, et puis je revenais à ça. Donc, voilà, aujourd'hui, je dirais que ça a beaucoup de sens dans ma vie et que je trouve qu'on fait des métiers qui sont des métiers de la relation, en fait, qui sont... Tu as fait autre chose avant voilà. ou t'es partie c'est une reconversion, toi, ou pas? Non, Non. mais je crois que je savais pas bien ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, je savais que j'aimais les gens, je savais que j'avais envie de mettre du sens sur les expériences vécues. Voilà. Et effectivement, je pense qu'il y a une dimension de réparation qui est aussi très très importante. Inconsciente, mais importante. J'ai toujours voulu être dans les métiers d'aide et avec un côté très détaché en mode c'est pas du tout pour me réparer. Le déni. Le déni total en fac de psycho, gros déni. Et c'est très intéressant parce que ma pratique elle a évolué, mes orientations elles sont venues petit à petit
Et vraiment, maintenant, oui, je mesure tout ce que je suis venue réparer, prendre conscience à travers mon métier, ma pratique, etc. Et comment ça a nourri ma vie professionnelle, familiale, etc. Mais au départ, gros déni. Avec un côté genre, mais ils me font chier ces gens-là à dire que je suis psy parce qu'il y a un problème. Mais pas du tout. On peut venir en fac de psy sans avoir de problème d'abord. Moi, j'ai rien à régler. Hein. Voilà. Bon protecteur détaché. Ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est pas un problème de devenir psy pour soi. Au départ, Oui, la seule c'est chose, c'est, je pense que totalement c'est là où assumé. effectivement c'est important, c'est de travailler sur soi pour prendre conscience de ses propres mécanismes. Exactement. Voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est Thérapie obligatoire. Ouais, au moins d'avoir conscience de ses propres mouvements. mais oui.